Cela fait environ 300 000 ans que nous existons sur notre bonne vieille Terre, qui elle-même a d'ailleurs 3,534 millions d'années, ce qui est relativement énorme. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de notre planète bleue, et je vais aussi vous expliquer pourquoi la vie est apparue sur la Terre, et non pas pourquoi sur Mars et Vénus par exemple. Bref, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on est parti pour l'épisode numéro 3 du système solaire, la Terre. Alors pour commencer, il faut savoir que l'histoire de la Terre est divisée en 4 grandes périodes. L'Adéen, l'Archéen, le Protozoïque et le Phanérozoïque. Et on va commencer par l'Adéen. Alors pour commencer, l'Adéen commence en effet il y a déjà loin de ça. À l'intérieur de gigantesques amas de nuages de gaz et de poussière, qu'on appelle aussi nébuleuses, et à l'intérieur il arrive que parfois la gravité prenne le dessus et toute la matière commence à se comprimer et à se rassembler au centre de la nébuleuse. Et la température va augmenter et la pression également va augmenter. Et elle va tellement augmenter que ainsi va naître une étoile, le Soleil. Mais à cette époque-là, nous sommes qu'au début du système solaire. Et en effet, il n'y avait aucune planète. En effet, à partir de ce moment-là, c'était à ce moment-là que les débris qui n'ont pas pu être agglomérés par le reste de l'étoile a commencé à orbiter autour du Soleil. Et c'est ainsi qu'est née les protoplanètes. Et au milieu de tout ce joyeux bordel, de tous ces cailloux, c'est ainsi qu'est née la Terre. Alors, la Terre ne ressemble pas exactement à ce qu'on croit actuellement aujourd'hui. En effet, la Terre, c'était un gigantesque lac de lave. À sa surface, il n'y avait que de la lave et l'atmosphère n'était pas encore présente. Donc ouais, c'était à peu près l'enfer. Cependant, cette dernière va arriver beaucoup plus tard, mais on y reviendra ça après. Mais cependant, après la formation de la Terre, il y a eu en effet une petite douille dans le système solaire, car en effet, il y avait une planète qui ne devait pas être censée être là. Et je parle évidemment de Theia, qui en effet commençait à se désorbiter parce qu'en effet, son orbite ne coïncidait pas avec les autres. Bon, si vous voulez, en fait, c'est que pour qu'une planète soit stable dans le système solaire, il faut que l'orbite soit en résonance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la planète va en effet croiser une autre, qui tourne en effet autour du Soleil. Si elle ne coïncide pas, elle va commencer petit à petit à se déstabiliser et finir par être explosée et pulvérisée du système solaire. Et c'est ce qui est arrivé avec Theia. Elle a quitté son orbite et elle a commencé à foncer droit vers notre planète. Et finalement, Theia va en effet impacter la Terre et cette dernière va en effet expulser une gigantesque masse de matière dans l'espace. Et cette matière va en effet commencer à se mettre à orbiter autour de la Terre et va former des anneaux. Et ces anneaux vont en effet s'attirer entre eux grâce à la gravité et vont former la Lune. Et c'est uniquement après l'impact de Theia qu'est apparue l'atmosphère. Parce qu'en effet, après que Theia ait impacté la Terre, il y a eu en effet le bombardement tardif. Le bombardement tardif, c'est ce que, si vous voulez, c'est grosso modo des tonnes et des tonnes d'astéroïdes qui percutaient la Terre. C'était grosso modo une pluie de cailloux interstellaires. Et c'est seulement après le bombardement tardif qu'arrive l'Archéen. L'époque archéenne a commencé il y a 4 milliards d'années avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, c'était en effet l'apparition des micro-organismes. Mais pour expliquer comment ils sont apparus, il faut déjà revenir au moment de la formation de l'atmosphère et je vous expliquer un peu plus en détail comment elle a pu apparaître de nulle part. Parce qu'en effet, l'atmosphère est en effet apparue au moment du bombardement tardif. Parce qu'en effet, lors du bombardement tardif, les météorites ne contenaient pas que de la roche. Elles contenaient également aussi du gaz. Gaz qui en effet a pu se libérer lors de l'impact des météorites. Et ainsi,
le gaz, etc. a pu se répandre comme la peste sur toute la surface de la Terre. Cependant, il n'y a pas que les météorites qui ont pu jouer un grand rôle dans l'apparition de l'atmosphère. Il y a aussi également l'activité volcanique, prévenue en effet par des volcans, qui sont apparus lors en effet quand il y avait encore la formation de la Terre. Et grâce à cette activité volcanique, elle a pu en effet constituer une grande partie de l'atmosphère terrestre. Et c'est ainsi que l'atmosphère de la Terre est née. Et c'est dans cette atmosphère qu'est née les toutes premières formes de vie qu'on a pu découvrir également aujourd'hui. Ce sont des micro-organismes qui sont apparus en effet dans l'eau. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un micro-organisme ou des micro-organismes, c'est en effet une minuscule bactérie qui en effet se développe dans un milieu, peu importe l'air ou l'eau, ou peu importe. Et ainsi, elle va se développer et constituer un véritable environnement. Et c'est seulement après l'apparition de la vie qu'est apparu le champ magnétique de la Terre. Alors si vous ne le savez pas, en fait, le champ magnétique protège la Terre non pas du Soleil, mais protège des vents solaires. Les vents solaires, si vous voulez, ce sont des particules qui sont éjectées par le Soleil, qu'on ne peut pas détecter, mais en effet, elles sont invisibles à l'œil nu. Et elles balayent complètement tout sur leur passage. Et en effet, elles sont très dévastatrices. Et l'atmosphère, en effet, elles peuvent être soufflées. Et ça, je vais en revenir un peu après. Et heureusement, dans le cas de notre planète, il y a en effet un champ magnétique qui lui dévie les vents solaires de notre trajectoire. Et ainsi, l'atmosphère peut être complètement protégée. Et c'est seulement après l'activation du champ magnétique de la Terre que l'histoire de notre planète bleue va basculer doucement de l'époque archéenne à l'époque protozoïque. Le protérozoïque va arriver il y a 2,5 milliards d'années. Après en effet l'activation du champ magnétique de la Terre, l'atmosphère va commencer petit à petit à changer. Parce qu'en effet, il y aura une procédure qui arrive tous les jours en effet, peu importe même maintenant là ça arrive, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, si vous ne le savez pas, c'est en gros une transformation, ça permet en fait de transformer l'oxygène, enfin plutôt le carbone en oxygène. Et tout ça, c'est grâce aux arbres, et plus particulièrement aux feuilles, qui sont là en été et qui disparaissent en hiver. Cependant, l'atmosphère était encore riche en carbone, et ainsi, l'oxygène a pu en effet se dissiper un peu partout dans toute l'atmosphère, et ainsi les plantes vont pouvoir ainsi sortir de l'eau. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en effet, les micro-organismes vivaient dans l'eau, parce qu'en effet, les micro-organismes étaient en fait la base de ce qui constitue la vie. Et ces micro-bactéries ont besoin d'eau et d'oxygène. Et donc, avec l'apparition de l'oxygène dans l'air, les plantes et les micro-organismes ont pu commencer à sortir de leur milieu naturel et ainsi explorer toute la surface de notre planète. Et c'est ainsi qu'a pu commencer la colonisation de la Terre par les plantes. Et c'est à ce même moment qu'est apparue la couche d'ozone. Alors la couche d'ozone, c'est une couche qui est très haut dans l'atmosphère, mais qui ne se situe pas dans l'espace, qui est à la limite entre l'espace et l'air. Et cette couche d'ozone sert tout simplement à nous protéger des ultraviolets. Vous savez, c'est les rayons qui nous donnent des coups de soleil. Mais cependant, on est encore loin de l'apparition des toutes premières espèces à deux pattes. Et ça, c'est pendant l'époque phanérozoïque. Alors le Phanérozoïque ou le Phanérozoïque, c'est tout simplement en effet une époque qui est en fait avec une date un peu moins précise, donc je vous la mets en dessous parce que, bon, si quelqu'un peut la comprendre, j'aimerais bien le savoir. Et pendant cette époque, les plantes vont commencer petit à petit à coloniser l'entièreté de la planète, avec les plantes en la rendant véritablement habitable, et en effet la planète était recouverte en effet de gigantesques forêts complètement déserte. En gros, il y avait des arbres qui étaient vraiment gigantesques. C'était carrément la faune sauvage. Et à cette époque-là, c'est en effet à ce moment-là qu'apparaissent les premiers animaux à coquilles, comme par exemple les escargots. Et petit à petit, le temps va passer et les espèces vont continuer à évoluer, et c'est là qu'apparaissent les fameux dinosaures. Les fameux dinosaures qui en effet occupaient la Terre pendant environ des dizaines de milliers d'années. En effet, cette espèce-là était gigantesque, et regardez quand même un T-Rex, c'est quand même énorme. Mais cependant, ce qui a mis fin à leur vie, c'est tout simplement un astéroïde qui atterrit dans le golfe du Mexique. Alors, je peux déjà vous dire que
On connaît la cause qui a fait fin à la vie des dinosaures, mais on ne connaît pas où est-ce que l'astéroïde a pu tomber exactement. Certains chercheurs pensent même que l'astéroïde n'est peut-être même pas tombé dans le golfe du Mexique. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir où est tombé ce fameux caillou. Mais après, c'était pas si grave, parce qu'en effet, c'est là qu'il y a eu le développement des mammifères. En effet, ces tout premiers mammifères étaient minuscules, c'était des petits écureuils, etc., qui ont fini par grandir, et c'est là qu'on arrive aux fameux Australopithèques, qui ont fini par se faire dépasser par Homo erectus, qui est le premier à avoir inventé des outils. Et ensuite, après, ça continue, et on arrive à l'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne. Et ainsi, petit à petit, cet homme moderne va en effet commencer à constituer plusieurs choses, notamment le commerce, le voyage, etc. Et en effet, il y aura toute l'histoire de la Terre et de l'humanité. Et ainsi, toutes ces époques vont être caractérisées en plusieurs étapes, comme la période de la Terre, et ensuite on a d'abord l'Antiquité, avec le gigantesque empire romain qui s'étendait jusqu'après, la chute, le Moyen-Âge, notamment les époques des califats musulmans, les époques avec Pépin le Bref et Charlemagne. Ensuite après, la Renaissance, avec notamment l'arrivée des Mongols qui ont suivi après. Et ensuite après, il y a eu l'époque des guerres napoléoniennes. Et ensuite après, on a eu les guerres qui ont permis en effet la création de la Prusse et de l'Allemagne. Et également, il y a eu en effet la première et la seconde guerre mondiale, la guerre froide, et actuellement la pandémie du coronavirus. Voilà, je pense que maintenant ce petit récap de l'histoire de notre Terre s'est bien passé. Mais maintenant, allons voir un peu plus l'avenir, parce qu'en effet, le Soleil actuellement n'est qu'à la moitié de sa vie. En effet, le Soleil, comme les naines jaunes, ne vivent que 10 milliards d'années. Bon, c'est quand même énorme. Je dis que parce qu'en effet, il y a certaines étoiles qui vivent bien plus longtemps que ça. En réalité, je vais vous faire d'ailleurs, maintenant je vais vous faire deviner quelle est l'étoile qui va vivre plus longtemps. Alors déjà, il y a les naines rouges, les petites naines rouges qui, elles, sont minuscules. Ensuite après, on a les naines jaunes. Et après, on a les étoiles bleues. Vous pensez que c'est laquelle qui va vivre le plus longtemps? L'étoile bleue? Non. On peut penser éventuellement qu'en effet, plus une étoile est grosse, plus elle va vivre longtemps. Sauf que ce n'est pas vrai. Parce qu'en effet, plus une étoile est grosse, plus elle va consommer son carburant très très rapidement. Et en effet, les étoiles bleues et voire bleu-violet même, vont vivre pendant très très peu longtemps, mais même quelques milliards d'années. Alors que contrairement, les naines rouges, ça veut donc dire que ça va vivre pendant des centaines et des milliards d'années. Et actuellement, l'univers est très très jeune, et d'ailleurs, les naines rouges, elles sont déjà très jeunes. Bref, cependant, il va falloir qu'on plonge un petit peu à l'intérieur du Soleil. En effet, à l'intérieur du noyau du Soleil, il y a en effet quelque chose qui s'y passe à l'intérieur. Parce qu'en effet, le Soleil, pour produire ce rayonnement et qui en donne l'apparence d'une jolie boule jaune et qui nous éclaire tous les jours, il faut savoir qu'en effet, il y a un processus qui s'appelle la fusion nucléaire. Alors, ça fonctionne pas avec de l'uranium, mais ça fonctionne avec de l'hydrogène, qui petit à petit, 2 atomes d'hydrogène vont donner un atome d'hélium. Et ce processus va en effet produire de l'énergie, et c'est ça qui va faire briller les étoiles. Mais cependant, vous imaginez bien que cet hydrogène n'est pas à l'infini. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tout l'hydrogène sera transformé en hélium, l'hélium va commencer à se fusionner entre eux, et ça va donner du carbone. Et ce carbone va en effet provoquer un gonflement de l'étoile, et l'étoile va se mettre ainsi à gonfler. Elle va grossir, tellement grossir qu'elle va finir par englober quelques planètes du système solaire. Dans son passage, elle va englober Mercure, Vénus et la Terre. D'après certaines simulations en 2008, la Terre va en effet revenir à son état initial il y a environ 400 milliards d'années. Elle va redevenir une planète entièrement faite de lave. Elle va devenir en effet un gigantesque océan de magma, chaud et brûlant, et aride. Cependant, à cause de la proximité avec le Soleil, ce dernier va en effet faire dévier la Terre et va en effet fondre devant le Soleil. En fait, elle va se faire englober par le Soleil. Et du coup, la Terre n'existera plus. Alors, comme je vous ai dit au début, maintenant je vais vous expliquer comment la vie peut apparaître sur une planète. Alors, il faut déjà comprendre que le choix de la vie qui apparaît sur une planète, ça se fait pas au pif. En effet, il y a plusieurs conditions pour que la vie puisse apparaître sur une planète. Tout d'abord, il faut d'abord que la planète soit en effet à bonne distance.
Mais tout cela va dépendre de la taille de l'étoile. Parce qu'en effet, plus une étoile est petite, plus la zone dans la champ magnétique a disparu. Et donc, Mars a perdu en effet son champ magnétique et la planète ne possède plus de bouclier pour se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que les vents solaires ont en partie envolé une partie de l'atmosphère. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Et c'est ainsi que les vents solaires vont en effet envoler une partie de l'atmosphère de Mars. Mais il n'y aura pas aussi que ça qui va s'envoler. En effet, il y aura la pression qui va diminuer, la pression qui permettait d'exercer une force qui permettait en effet de garder l'eau liquide à la surface. Cependant, vu qu'elle a diminué, elle n'est plus suffisante pour contenir l'eau à l'état liquide et du coup, l'eau s'est évaporisée. L'eau a complètement disparu du plancher martien, sauf au niveau des pôles où elle est concentrée sous forme de glace. Mais cependant, malgré que Mars ne soit très éloigné de là-bas, on sait que maintenant on est actuellement en train d'envoyer des missions pour essayer de voir si tout ce que je viens de dire est vrai. Mais cependant, ces dernières décennies, on a envoyé en effet des robots sur Mars afin de savoir si, sur ce que j'ai dit, notamment sur l'apparition de l'eau et de la vie, était vrai. Mais cependant, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'avenir. Est-ce que la Terre va se faire percuter par des astéroïdes ? Est-ce qu'elle va finir par être disloquée par en effet Mars ou une planète qui va se faire désorbiter ? Ou alors est-ce qu'on aura tout simplement déménagé tous sur Mars avant que la Terre se fasse englober par le Soleil ? Ça, on ne le saura jamais. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, et rien n'est éternel.